France Maghreb 2. C'est l'heure les amis, et oui, comme tous les dimanches, de retrouver cette émission évidemment tant attendue par les auditeurs, évidemment l'émission Parler Santé, avec Monsieur Malek qui est là et son invité. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Modjahid, comment allez-vous? Super, très content de vous retrouver, et encore une fois avec une émission vraiment très intéressante aujourd'hui avec un médecin qui est venu aujourd'hui avec vous. Exactement, donc bonjour à toutes et à tous. Je sais même plus c'est la numéro combien, ça commence à faire beaucoup. Ah bah oui, il faut commencer à les compter là. Il faut commencer à les compter, bon, je pense qu'on est à plus de 30 faciles, mais donc bienvenue dans cette émission Parler Santé. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir le grand Dr Youb, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, la dernière émission qui a cartonné, Oui. c'était l'émission juste avant le Ramadan. Exactement. Et le Dr Youb est resté 2 heures avec nous, Machallah, que Dieu l'agrée. Oui. Et on a eu beaucoup d'appels, donc je suis très content de le recevoir, parce que j'espère qu'on va avoir beaucoup d'appels aussi. Ah, on aura beaucoup d'appels, je le sens. J'ai mis Alors, Dr Youb vient, c'est la folie. Hein. J'ai mis la pression directement. Donc Voilà. bonjour Dr Youb, comment allez-vous? Eh ben bonjour, merci et bonjour Mojahed. Bonjour Malek, Dr Youb. Alors ne faites pas plus qu'il en faut. Ne me mettez pas la pression. s'il vous plaît. Non. Donc Dr Youb est gériatre, une spécialité méconnue, ma foi. Et aujourd'hui, on va aborder un thème intéressant et je pense important. On va parler de démence. Ah, Et voilà. donc en même temps, dans la suite logique, on va pour expliquer aux gens qui nous écoutent comment va se dérouler l'émission, on va dans un premier temps, remettre un petit peu la place de la gériatrie et ce qui est un patient âgé, et ensuite on parlera effectivement des démences et Les démences. on donnera quelques conseils. Quoi, les démences quand on a le démon et tout? Ah, justement, on va y venir. On va y venir. D'accord, très bien. Et donc voilà, on va commencer de toute façon par notre chère rubrique, la rubrique portrait, donc pour un peu connaître mieux le Dr Youb. Alors, Dr Youb, Ici présent. quel âge avez-vous? Bah, la question indiscrète, il La commence question indiscrète. Eh ben, direct. alors pour être plus précis, 37 ans samedi prochain. Machallah. Oh là là, en Et- même temps que Maître Maghrébi, tiens. Ah, Ah oui, voilà. Ah, mais- On fêtera tu- vos anniversaires. à quel je dis bonjour, parce que je l'ai au téléphone Ah. cet après-midi. C'est vrai? Oui, tout à fait. William ou sa sœur? Les Maître deux. Ah, Les les deux. deux. Ah, Les bah, dites donc. Bon, bah voilà. Donc, on leur passe le salam. On leur passe Donc bientôt 37 ans, moi aussi, ça tombe bien. Vous aussi, mais c'est bientôt. quand, c'est quand pas tout de suite. Ah. Au mois de novembre, ça Ah, mais arrive. comme moi, dites donc. Ça arrive. On fêtera notre anniversaire ensemble. Avec plaisir, mes amis. Inch'Allah. Alors, Dr Youb, vous venez d'où? Alors, vous avez grandi où? Alors au fait, Pas ici, je sais. Pas ici, pas dans le 19e en tous les cas. Je suis natif de Bab El Oued, donc. Bab El Oued City. Bab El Oued, 2e arrondissement d'Alger, donc le quartier le plus populaire et populeux. Ah, Voilà, et donc On l'embrasse, nos amis algériens. et là je suis prêt à parier que mon père est fou de joie et de rire, parce que bon, si je suis de Bab El Oued, donc forcément lui aussi. lui aussi. Que je salue au passage d'ailleurs. On salue la famille Youb. Donc, vous venez de Bab El Oued. Alors, vous avez fait vos études en Algérie, c'est bien ça? Alors au fait, j'ai eu mon doctorat de médecine générale en effet à la faculté d'Alger, donc à l'Institut national des études supérieures en médecine, et donc jusqu'en 2003, et 2003 venu en France. Ici en région parisienne, où la première année j'ai fait un 3e cycle dans la prise en charge de la douleur à la Riboisière, et c'est là que, parce que bon, pour être honnête, c'est vrai que bon, à l'époque la gériatrie n'existait pas en Algérie, elle n'existe toujours pas d'ailleurs, hein, D'accord. mais elle est plus connue maintenant, alors qu'à l'époque elle était encore moins connue. J'ai appris à connaître cette spécialité, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et Donc en France. Ici en France, tout à fait. Et donc j'ai fait ma capacité de gérontologie au CHU de Nancy-Brabois, sous la tutelle du professeur Benetos. Très bien. Bon on va continuer sur la lancée. Vous parlez de gériatrie, ça va lancer notre thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un rapide bilan, enfin une petite explication, une petite définition de ce qu'est la gériatrie, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est arrivé il y a pas très longtemps, qui n'est pas encore bien développé en Algérie, mais même en France, ça fait pas très longtemps. Donc c'est quoi la gériatrie? En effet, Malek, c'est vrai que c'est une nouvelle spécialité qui commence à prendre de l'âge quand même, hein, mais sur le plan historique, si tu la compares à la cardio, etc., bah, c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez nouveau, et d'ailleurs assez, alors mais ou peu connu par le peu grand connu, public. je pense. Tout à fait. Donc déjà, au fait, il y a, faire la distinction entre deux appellations, la gériatrie et la gérontologie.
Donc la gériatrie est incluse dans la gérontologie. Commençons par le global, c'est-à-dire la gérontologie. Au fait, c'est une discipline qui étudie le vieillissement. D'accord. Le vieillissement, bien entendu, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire physique, psychologique et sociale. Et donc, on entend bien par cette définition que c'est une spécialité interdisciplinaire et pluridisciplinaire, hein, parce que bon, on travaille vraiment au sein d'une équipe assez globale qui participe à l'évaluation de la personne âgée. Et donc, la gériatrie, hein, c'est une spécialité médicale proprement dite, hein, au même titre que la pédiatrie, la cardiologie, la pneumologie, qui traite les maladies des personnes âgées. D'accord. Et donc vous devez avoir de plus en plus de boulot vu que le vieillissement de la population est de plus en plus important. Exactement, belle transition. Donc c'est vrai que non pas pour faire la promotion de la spécialité, on va le faire à la fin. On disait que c'est un métier d'avenir, mais c'est un métier du présent aussi, parce que bon, depuis déjà un bon nombre d'années, l'espérance de vie ne cesse de s'allonger, d'augmenter, en effet. Et donc c'est vrai que il y a plus en plus de personnes âgées. Qui dit plus en plus de personnes âgées, forcément plus en plus de personnes avec des antécédents, hein, des maladies chroniques, équilibrées ou pas, donc susceptibles d'être déséquilibré, hospitalisé, pris en charge. Donc c'est vrai qu'en gériatrie, ce n'est pas la personne qui vient pour un organe malade, ou alors un organe certes, mais qui peut déséquilibrer les autres organes, ou alors les autres organes sont déjà malades et qu'il faut quand même évaluer. Voilà, c'est la personne globale qu'on regarde et non pas que l'organe. D'accord, à la différence des spécialités. Comment devient-on gériatre ? Alors au fait, comment devient-on gériatre ? Donc c'est tout d'abord commencer par des études de médecine, hein, après le bac. Et lorsqu'on passe les épreuves classantes nationales, c'est à partir de là qu'on choisit justement sa spécialisation et on passe le DESC. Donc DESC, c'est diplôme d'études spécialisées complémentaires. Et alors le DESC en gériatrie existe depuis très peu, hein, il faut savoir. Hein, c'était surtout la formation continue par le biais de capacités en gérontologie que les personnes se formaient. Alors pour la grande majorité les médecins généralistes, mais pas que parce que lorsqu'on voit les grands professeurs de gériatrie, notamment le professeur Joël Bellemin et d'autres, hein, ce sont à l'époque c'était déjà des spécialistes, hein, donc des cardiologues, des médecins internistes qui se sont spécialisés justement sur la gériatrie et qui sont devenus de grands professeurs assez reconnus, connus et des références. Quand on parle de personnes âgées, aujourd'hui, qui consulte un gériatre? À partir de quel âge peut-on parler d'une personne âgée? Eh ben, vous savez, Malek, c'est très très compliqué de justement délimiter par. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de compte à rebours. Il n'y a pas de compte à rebours, tout comme il n'y a pas de consensus en termes d'âge. À partir de quel âge devient-on patient gériatrique? Donc, on va essayer de retenir, trois définitions ou trois repères. Vis-à-vis de la société, par exemple, on devient âgé à partir de l'âge où on a pris la retraite. Oui. Donc 67 ans. Voilà, bientôt. Pas mal. Pas mal parce que moi je suis encore loin. On a encore le temps. Ah oh là oui. Alors moi j'ai marqué 60 ans, mais c'est vrai qu'avec le politique actuel, on a tendance à vouloir rallonger le temps un peu plus. Alors si on prend par contre l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, alors elle a délimité comme âge 65 ans. D'accord. Voilà. Et si on revient à la société de gérontologie et les gériatres, au fait, il y a deux situations, c'est-à-dire à partir de 75 ans, quel que soit son état physiologique, ou alors 65 ans, mais dans ce cas-là polypathologique. D'accord. Hypertension, diabète, thyroïde, etc. Si on est en bonne santé, 75 ans, si on n'est pas en bonne santé, 65. Plus ou moins, c'est ça ? Exactement. Bon, c'est bien. Donc c'est une nouvelle spécialité. Quelles sont les spécificités de ces spécialités qu'est la gériatrie? Alors beaucoup, hein, il y a beaucoup de spécificités. En tous les cas, la personne âgée a ses spécificités. Et la dernière fois, rappelez-vous-en, on a parlé de la fragilité. Tout à fait. Et on voulait insister pour dire que toute personne âgée n'est pas forcément fragile, mais en tous les cas, le concept de fragilité, c'est-à-dire l'état de vulnérabilité, la personne âgée, en tous les cas, elle a, de par ses modifications physiologiques, hein, je dis bien physiologiques, parce que déjà sans être malade, si on prend rien que le facteur âge, on a quand même une espérance de vie, voire une date butoir.
même s'il n'y a pas de Date maladie. de fin de consommation. Exactement. Rien qu'avec au nombre des années, on atterrit tous. Alors, j'allais dire Père Lachaise, mais pas forcément. Pas forcément. Tout dépend d'où on vient. Et donc, du fait qu'il y ait des modifications physiologiques de tous les organes, il y a les capacités de réserve de la personne âgée qui deviennent moins efficientes. Et peut-être que capacité de réserve ne va pas être bien entendue par le grand public. Je fais allusion aux mécanismes de défense et de résistance. Je parle pas d'immunité forcément, mais en tous les cas, résister à une situation donnée sur un temps donné. Par exemple, la personne âgée, elle résiste même moins bien à l'effort qu'un adulte plus jeune, au deuil, au stress et aux maladies. D'accord. En fait, on peut dire que c'est naturel. Tout le monde vieillit et on n'est pas forcément malade d'ailleurs quand on vieillit, mais nos organes vont fonctionner moins bien. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et c'est pas une question de maladie. C'est à partir d'un moment, ça peut le seuil dépassé, on peut devenir pathologique, donc avoir une maladie. Mais de toute façon, tous les organes vieillissent et donc cela entraîne des modifications. Il est bon, Mojahed Maleka, il est bon. Il est fort. Il a bien préparé son émission. C'est exactement ça. C'est exactement. Il a été bon. C'est exactement Merci, ça. mais... En version plus simplifiée, mais pourquoi compliquer quand il y a moyen de faire simple? C'est vrai que on n'est pas forcément malade lorsqu'on est vieilli, mais sachez qu'on vieillit de trois manières. Nous, au fait, gériatre, lorsqu'on fait notre évaluation, on classe les personnes comme il y a en trois groupes. Il y a le vieillissement réussi où là justement c'est une personne âgée de 80 ans qui n'a aucune pathologie. Aucun problème. Donc il a eu des modifications physiologiques au niveau de ses organes, mais ça reste physiologique, ça n'a pas encore atteint le seuil de pathologie. Ensuite il y a le deuxième type de vieillissement qui est le vieillissement usuel. C'est le plus trouvé quelque part. C'est dans ce type de vieillissement où à peu près 50% de la population se situe. C'est-à-dire la personne a rarement 3 maladies, mais bien équilibrées, avec une bonne autonomie, un bon état nutritionnel, sans aucune maladie cognitive, et donc une personne autonome, dépendante. Et c'est sur cette catégorie que nous, acteurs de la santé, devrons bien faire attention, parce qu'au fait, n'oublions pas que la personne a quand même 2 ou 3 maladies, alors jusque-là bien équilibrées, mais fragile comme la personne est, il faudrait quand même faire attention et mettre en application des actions de prévention pour ne pas justement aller vers la 3e catégorie et qui est le vieillissement pathologique, où là, malheureusement, alors tout d'abord, heureusement que cela ne représente que 10 ou 15% de la population âgée, mais ça reste significatif. Oui. Ça reste significatif. Si on prend le fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, donc forcément, ce chiffre, même s'il est que de 10%, il augmente chaque année. Tout à fait, en proportion. Et là, il s'agit justement d'une personne âgée polypathologique, c'est-à-dire plus de 3 maladies, dépendante, pour laquelle justement nos actions seront plutôt sous forme de prévention tertiaire. Pourquoi tertiaire? Parce qu'il y a déjà le secondaire est bien installé, il est difficile de revenir en arrière, et parce que on est face à la nature, hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas de baguette magique, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et donc pour ce type de pathologie, certaines mesures peuvent être mises en application pour ne pas aggraver la situation qui est déjà assez compliquée. Très bien, merci pour cette introduction. Mojahed, je pense qu'on va rappeler le numéro de téléphone, les numéros. Évidemment. Le numéro de téléphone pour nous joindre 0892 23 99 50. On va aborder le thème des démences. Exactement. Donc vous allez pouvoir nous dire un petit peu de quoi il en retourne, et surtout les témoignages des auditeurs qui vivent nous parler de démence. On va expliquer de quoi il s'agit évidemment dans quelques instants, et puis des conseils évidemment donc pour vous aider, et bien entendu tous vos témoignages 0892 23 99 50 étoile 1, le Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 dans le moteur de recherche de votre portable. Vous allez sur Snapchat, vous rentrez dans la story, vous tapez France Maghreb 2, vous, bien entendu, nous invitez dans la story, on vous rentre, et puis après vous pouvez poser vos questions, vous pouvez intervenir avec nous sur Snapchat, France Maghreb 2, tout attaché, n'hésitez pas. Alors, oui, Mojahed. On va parler de la démence d'abord, oui. pour savoir un peu, pour que les auditeurs nous appellent et nous disent... Déjà, profitez-en, vous avez un gériatre
Oui. Dans l'émission. Donc, si vous avez des questions concernant vos parents, Voilà. vos oncles, vos tantes, vos voisins, des gens qui ont peut-être des problèmes de santé, qui sont assez âgés, n'hésitez pas justement, parce que la gériatrie ça reste la spécialité, et le gériatre reste le spécialiste de la personne âgée. Donc, si vous avez des questions, profitez-en, le docteur Youb est là. Et effectivement, on va parler de démence. Donc, on va notamment aussi parler d'une démence. On peut la citer dès maintenant, c'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Donc voilà, si vous avez des gens qui en souffrent et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, soit au numéro de la radio que Moudjahid va répéter. Allez, le connaît par cœur. 0892 23 99 50, les démences, les maladies d'Alzheimer, les maladies des personnes âgées, si vous voulez des aides, de l'aide, vous voulez témoigner, n'hésitez pas, on vous accueille, vous serez prioritaire. 0892 23 99 50 pour tous les problèmes liés, bien entendu, les maladies avec les personnes âgées, les conseils, comment vous aider, donc notamment de nous parler de la maladie d'Alzheimer et vos témoignages. 0892 23 99 50. Dieu sait si beaucoup de personnes âgées vivent cette maladie, et surtout les personnes qui les accompagnent justement. Tout à fait, les familles, les voilà. maisons d'accueil, les maisons de retraite, les maisons de repos. Si vous avez des questions sur ces institutions et instituts, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que c'est vrai qu'on arrive des fois, on entend je sais pas comment faire. Voilà. On a aussi honte de se dire on va laisser ses parents, on va laisser son grand frère, sa grande sœur. Donc n'hésitez pas, parce que il y a des solutions, et voilà, et si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. Voilà, 0892 23 99 50. À tout moment vous intervenez, on vous intercepte au standard. Bien. Voilà, et on n'oublie pas le Snapchat, donc France Maghreb 2. Oui. Et nous sommes en direct, donc je peux répondre à toutes vos questions. En tout cas, le docteur Youb pourra répondre juste après, mais je suis à l'affût. Alors on va marquer la pause, et on rappelle évidemment que s'il y a des auditeurs qui veulent déjà poser leurs questions, qui veulent intervenir sur la maladie d'Alzheimer, sur les problèmes avec les personnes âgées, tout ça, les maladies, parce que vous accompagnez une personne âgée, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Surtout n'hésitez pas, ceux qui veulent rester anonymes, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez nous appeler évidemment de la France entière. 0892 23 99 50. On revient très vite. Juste après ça. Ces personnes âgées, évidemment, les maladies au quotidien des personnes âgées, comment vous les aidez, comment ça se passe, est-ce que vous avez envie de nous en parler, n'hésitez surtout pas. Encouragez aussi peut-être dans la mesure du possible, ou accompagner les personnes dans leur maladie. En tout cas, venez nous en parler. 0892 23 99 50. Le docteur Youb est avec nous, et Monsieur Malek. Et puis sur Snapchat aussi, vous pouvez vous connecter, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Là vous rentrez dans la story comme on dit, et vous pouvez bien entendu nous rajouter, et nous on vous rajoutera, et là vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions. France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat, et le numéro du standard 0892 23 99 50. Vous êtes prioritaire. Alors j'en profite avant de commencer à parler de démence. Je rappelle là la page Facebook de l'association Avenir Santé Solidarité, donc A2S. Si vous voulez savoir tout ce qu'on fait, lire nos articles, écouter les podcasts aussi de l'émission Parler Santé, n'hésitez pas. Donc la page Facebook c'est le chiffre 2S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez, vous tapez, vous cochez j'aime, vous cliquez sur j'aime, et vous allez avoir toutes les informations concernant le groupe A2S. Voilà, ça c'est fait. Docteur Youb, on est reparti, donc on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Allons-y. En parlant de démence. Alors, les questions classiques, peut-on avoir une définition ou les définitions de la démence ? Bon, vous savez, moi je pense que dans ce genre d'émission, afin d'essayer de toucher la sensibilité de tout le public, on va peut-être éviter les définitions scientifiques. Trop scientifiques. Voilà, simplifier un petit peu. Je suis là de toute façon pour vous rappeler à l'ordre. Tout à fait. Et donc, non, pourquoi je dis ça, c'est voilà,
Et moi j'aime plutôt, je préfère parler de syndrome démentiel et non pas que de démence, parce qu'au fait c'est un ensemble de symptômes qui nous permet justement de nous orienter vers telle ou telle pathologie, parce qu'au fait il n'y en a pas qu'une, sachez-le d'emblée. D'accord. Et donc comme ce que je viens de dire, qui dit syndrome dit ensemble de signes ou de symptômes dont la personne est susceptible de présenter dans une maladie, et démence qui est au fait une sérieuse baisse, c'est une importante diminution des fonctions cognitives, à tel point, en tous les cas suffisamment importante pour retentir sur la vie de la personne, sur les activités de la vie au quotidien. Et pourquoi d'emblée j'ai mis le point sur syndrome démentiel et non pas démence, parce que j'insiste. D'ailleurs, je ne dis jamais aux familles votre parent est atteint d'une démence. On sait très bien que dans notre dans le langage familier, ça peut faire mal. D'ailleurs, Moujahid, je vais vous cataloguer, même Moujahid. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, mais il savait que c'était pas la définition même, et c'est vrai que ça peut être mal interprété. Donc carrément. Il ne s'agit absolument pas de la folie furieuse ou d'être habité par le diable. Voilà. Ah bon? Ce n'est pas du tout ça. Hein. Sachez que c'est un terme technique dans le monde médical qui ne doit pas être confondu avec ce que je viens de dire. Tout comme il ne doit pas être confondu avec une confusion mentale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une confusion mentale? Au fait, ça ressemble au syndrome démentiel. Donc c'est un ensemble d'arguments qui apparaît d'une manière assez brutale, et c'est témoin d'une décompensation cérébrale. Vous savez, comme on peut faire une décompensation cardiaque, tout comme on peut faire une décompensation cérébrale. C'est à la différence des syndromes démentiels, c'est brutal, c'est fluctuant, et c'est toujours lié à une agression de la personne ou du cerveau. Par exemple, lorsque la personne est sous l'effet de l'alcool, on parle de délirium tremens. Et délirium, c'est la confusion en latin. Et donc voilà en gros à quoi correspond le syndrome démentiel. Alors si je reprends un petit peu ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, donc la démence, contrairement à ce que beaucoup peut-être de personnes pensent, ça n'a rien à voir avec la folie. Donc, absolument pas. On peut se dire que ça n'a rien à voir aussi avec le fait d'être traité par des psychiatres. C'est pas une pathologie qui est prise en charge par le psychiatre. On verra tout à l'heure qui prend en charge, mais ça n'a rien à voir. C'est ça, quand on dit tu es dément ou je suis atteint de démence, on pense pas forcément à une diminution de ces facteurs cognitifs. D'ailleurs que je pense on va revenir peut-être dessus pour savoir exactement ce que c'est, mais ça n'a rien à voir. Pas du tout, ce n'est pas une maladie psychiatrique. Par contre, certaines démences peuvent se manifester d'emblée par des symptômes psychiatriques. Donc ce n'est pas une psychose. Tout comme à un stade bien avancé, on peut avoir des troubles du comportement avec des psychoses type hallucination, délire, etc. Mais j'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Oui, tout à fait. Moujahid? On va commencer donc avec vos appels évidemment en direct au 0892 23 99 50. On parle de la maladie d'Alzheimer, on parle de la démence, on parle bien entendu des difficultés et bien entendu comment accompagner les personnes âgées avec leur maladie. N'hésitez pas vous aussi. 0892 23 99 50. On va accueillir Toufik qui voulait intervenir. Bonjour Toufik. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Bonjour Toufik. Voilà, moi je voudrais parler de faire le lien entre la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, comme on le sait, ça fait partie des maladies de civilisation. Donc moi je la lie automatiquement à notre mode de vie, c'est à la nutrition surtout, parce qu'il faut faire le lien entre la maladie d'Alzheimer et l'alimentation moderne qu'on mange actuellement, qui est où il y a beaucoup plus de céréales, beaucoup plus de laitage, beaucoup plus de sucre. Et il y en a même qui font le lien, qui disent que la maladie d'Alzheimer, c'est le diabète de type 3. C'est-à-dire que les cellules au niveau du cerveau, les neurones, elles sont en souffrance, il y a une insulinorésistance, il y a une dégénérescence. Et on parle jamais de ça, parce qu'il y a des régimes qui donnent d'excellents résultats, qui stoppent l'évolution de la maladie, où il y a même eu des rémissions, surtout au départ, des régimes hypotoxiques, où il n'y a ni gluten, ni laitage, ni sucre. On donne des mégadoses on donne pas des mégadoses, on donne des doses assez importantes d'oméga 3. On exclut surtout les sucres et ça donne de bons résultats. Mais on n'en parle jamais. On veut toujours tout médicaliser à tout prix. Il faut qu'il y ait un médicament, mais l'origine, l'étiologie réelle, c'est sûr qu'il y a des prédispositions, mais en ce moment, on parle beaucoup plus d'épigénétique, c'est-à-dire que l'environnement prime sur les gènes
Et l'origine réelle à 90%, ça vient de la perméabilité intestinale. Et si on arrive à réparer la perméabilité intestinale et instaurer un nouveau mode de nutrition, il y a toujours un espoir d'arrêter l'évolution de la maladie et même il y a des rémissions de toute façon. Il y a des gens qui ont suivi ces régimes, c'est le régime du docteur signalé. Et il y a d'autres régimes, bien sûr, de par le monde et qui donnent d'excellents résultats. C'est-à-dire qu'on est toujours là à essayer de médicaliser, à essayer à tout prix que ça soit psychiatrique, à tout prix qu'il faut donner des médicaments. Il n'y a pas de médicaments, il n'y aura pas de médicaments. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, docteur Youb? Concrètement, en fait, notre ami Toufik dit qu'il n'y a pas de médicaments et que... On parle d'origine de la pathologie qui serait plutôt alimentaire, environnementale et aussi prédisposition génétique, donc héréditaire, et que finalement, de toute façon aujourd'hui il n'y a pas de traitement curatif à 100%, mais le fait de faire un régime et en tout cas de prendre en compte les aliments que nous consommons, vraisemblablement il y aurait une diminution des symptômes, voire une disparition complète des symptômes. Alors au fait, bonjour Toufik, docteur. Bonjour. Alors je suis d'accord avec pas mal sur ce que vous venez de dire, mais peut-être pas tout. Pourquoi pas tout? Parce que alors est-ce qu'on en parle jamais? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas. Déjà de la pathologie en elle-même, on n'en parle pas. Voilà, donc il faudrait savoir que déjà la pathologie en question, je parle de la maladie d'Alzheimer, parce que nous allions arriver. C'est avant tout, c'est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie neurodégénérative liée à l'âge, avec à la fois des facteurs protecteurs et des facteurs favorisants. Parmi les facteurs protecteurs, c'est là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est l'hygiène de vie. À savoir les mesures hygiéno-diététiques, donc la nutrition, mais pas que, parce qu'au fait, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est essentiellement la mémoire. Oui, il y a aussi des exercices de lecture, il y a aussi pas mal de choses comme ça. Avec une atteinte des autres fonctions cognitives, j'espère qu'on aura l'occasion ne serait-ce que de les citer pour que le grand public nous comprenne. Et il ne faut pas oublier aussi que la mémoire, même au quotidien, elle est influencée par pas mal d'autres facteurs, ne serait-ce que la concentration, l'attention, la qualité du sommeil, la nutrition, encore aussi là, monsieur Toufik. Donc tous ces facteurs-là qui influencent la mémoire, mais à partir d'un certain âge et à partir d'un certain degré de neurodégénérescence chez la personne âgée, avec des mécanismes de résistance très amoindris et affaiblis, c'est vrai que le système décompense et il y a apparition justement des symptômes. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Toufik, alors certes il n'y a pas de médicaments, on n'est pas dans la curative, voilà, il n'y a pas de traitement curatif, donc raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a pas de campagne de dépistage, parce que pourquoi aller dépister des maladies si on peut pas traiter, si on peut pas la guérir, mais on peut accompagner la maladie et réduire les symptômes. Moi je fais partie de l'école. Mais moi je vais vous dire une chose, il y a des théories, nous sommes ce que nous mangeons. Parce que les briques qui sont dans notre corps, c'est ce que nous mangeons. Et vous savez très bien, s'il y a la majorité des maladies, c'est dû ou une intoxication, ou une carence, où il y a quelque chose qui intoxique notre corps, où nous sommes carencés. Si on est carencé, rien qu'une seule vitamine qui manque à notre corps qui est carencée, et c'est tout le système, c'est tout notre corps qui est perturbé. Vous savez, Toufik, c'est un traitement. C'est-à-dire, pour moi, ce que je voulais dire, on peut donner, j'ai pas dit que tout est dans l'alimentation, mais n'empêche que quand on corrige l'alimentation, quand on imperméabilise l'intestin, vous savez, le gluten et surtout le blé actuellement, c'est un glu qui est mutant, c'est pratiquement un OGM. La concentration en gluten, elle a été multipliée par 4, voire par 8. Et donc le gluten, comme c'est une colle, comme on voit les pizzaiolos, comment ils font leur truc, ça fait la même chose dans les intestins. Et à partir du moment où le gluten, il passe, c'est-à-dire il franchit la barrière intestinale, parce que l'intestin il est poreux, il va se transformer comme comment dirais-je, ça va devenir pratiquement comme une morphine. On parle de glutomorphine, on parle de casamorphine dans le cas du lait pour la caséine. Et ces produits-là, ils franchissent la barrière hémato-encéphalique, et ça touche le cerveau, ça va jusqu'au cerveau, et à 90%, c'est à peu près les causes.
Après, il y a les métaux lourds, il y a plein de choses. Mais la cause principale, d'après mes dernières lectures, c'est notre microbiote qui est défaillante parce qu'on la nourrit pas bien, on prend beaucoup d'antibiotiques, on prend beaucoup de produits qui sont toxiques, et aussi les carences. Beaucoup de gens, on est carencé en oméga 3, on est carencé en magnésium. Le magnésium, il rentre dans plus de 400 réactions chimiques dans le corps, c'est tout ce qu'on sait. Les oméga 3, c'est la structure c'est la structure des membranes, ça rentre un petit peu dans les structures. Moi, des gens prennent, rien que par exemple les gens qui prennent des oméga 3 et qui prennent du magnésium, ils arrivent à rétablir leur humeur. Parce que quand on est carencé en oméga 3, on peut prendre ou en magnésium ou en B3, ou on peut prendre tous les médicaments du monde. Si on ne corrige pas la carence, c'est pas ça. Si on coupe pas le robinet des produits toxiques, on peut rien guérir. Alors, donc, Toufik, on va vous répondre, Toufik. Voilà. Allez-y. Non, on a bien, enfin, on comprend bien ce que veut dire Toufik, c'est-à-dire que il y a plein de facteurs. Effectivement, de toute façon ici, on n'a jamais dit que toutes les maladies se soignent que par les médicaments. Et il ne me semble pas. On essaie déjà d'abord d'expliquer les pathologies, c'est le but de l'émission, et ensuite c'est d'essayer d'accompagner les gens. Et non pas de leur demander. Moi, c'est juste pour passer le message sur la nutrition, pour que les gens sachent. Il y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir appelé Toufik, hein. Mais il y a pas de problème à ce niveau-là. Juste, je rappelle aussi le concept de l'émission, hein. Parler santé, c'est ça, c'est d'expliquer les pathologies et d'essayer d'accompagner les gens. Et leur donner le maximum d'informations. Mais c'est important, effectivement. L'alimentation fait partie aussi on va dire des médicaments de base. Mais bien évidemment, c'est les médicaments de base. Le discours est tellement cohérent que je n'ai pas osé le stopper. Sauf que ce n'est pas que l'alimentation. Oui. Elle occupe une place prépondérante, mais la toxicité n'est pas qu'alimentaire, hein. Elle est environnementale, le stress, exactement, bien sûr. L'environnement toxique. Et donc si on arrive justement, mais là on est par contre Toufik, dans ce cas-là, mieux vaut rentrer dans une campagne de prévention. Oui, encore une fois, parce que guérir, rémission d'une maladie d'Alzheimer. Et même les gens qui sont malades, quand ils changent d'alimentation, on bloque l'évolution de la maladie, et il peut y avoir même, on peut même faire, on peut même rendre réversible certaines pathologies. Oui, tout à fait. C'est mon message, moi. D'ailleurs, on l'entend bien, et merci de. D'ailleurs, Sophie, j'espère que vous allez continuer à nous écouter, parce que justement, au sein de l'évaluation gériatrique, l'évaluation nutritionnelle est un axe indissociable. Voilà. Merci beaucoup, Toufik. En tout cas. À bientôt, Toufik, et merci d'intervenir. Okay. Bon courage. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, Toufik. Et on vous rappelle évidemment que vous aussi, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez intervenir si vous voulez parler de la maladie d'Alzheimer que vous vivez au quotidien avec des personnes qui vous accompagnent, des personnes âgées. Si vous voulez des conseils, si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Vous êtes comme Toufik, les bienvenus. 0892 23 99 50, et on a vraiment envie de vous entendre. Vous qui accompagnez justement ces personnes âgées, vous qui êtes au quotidien avec eux, les jeunes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui accompagnent leurs parents, qui accompagnent leur oncle, voilà, et qui voudraient nous parler de tout ça. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Est-ce que ça vous dit on marque la pause comme ça, on est tranquille, et comme ça on revient et on continue à parler. Vous êtes chez vous, faites ce que vous... bah non, mais je vous informe, comme ça vous êtes bien, et on reprend dans un instant évidemment. Et puis surtout, n'hésitez pas, chers auditeurs, à intervenir avec vos témoignages pour qu'on puisse vous aider, qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse parler de tout ça. Et je rappelle également que tous les auditeurs qui souhaitent aussi rester anonymes, c'est possible. 0892 23 99 50 sur Snapchat également. France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story et vous posez votre question, on vous répond en direct live, et au téléphone évidemment, ou là le bon vieux téléphone qui nous accompagne, 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et de retour pour l'émission Parler Santé. Et évidemment, oui, désolé. Voilà, tout va bien. Voilà. On a des appels au standard. Merci beaucoup déjà d'intervenir, hein, ça fait plaisir. 0892 23 99 50. On va accueillir une auditrice de Nice. Elle s'appelle Samira. Elle est avec nous. Bonjour Samira. Bonjour. Bonjour Samira. Bienvenue Bonjour. à vous. Alors, quelle est votre question pour le docteur Youb? Eh bien, Ou votre témoignage. Ou votre témoignage, y a pas de souci. oui, je sais pas, c'est un peu des deux. Allez. En fait, j'ai un oncle qui est décédé. Rahman. Allah yarhamou. Et
que 2 ans que ça durait et que son état s'aggravait. Mais on savait pas mettre de mots sur ce qu'il avait. En fait, ce qu'on avait remarqué, c'est par exemple, il se positionnait toujours en victime alors que il était choyé par la famille, par ses belles-filles, par ses filles, par ses fils. Il était bien traité. Tout le monde était aux petits soins. On lui préparait les plats qu'il voulait. Mais c'est-à-dire qu'il était jamais content. S'il demandait un plat, il voulait pas manger avec toute la famille. Il demandait un autre plat. Ses filles lui faisaient le plat qu'il avait demandé. Et quand on lui ramenait le plat, il disait qu'il avait jamais demandé ça. Toujours en rejet. C'est ça, un rejet Voilà. de ce que vous faisiez pour lui. Oui, en fait, oui, qu'on faisait. Enfin, on m'a raconté, mes tantes me racontaient. Et par exemple, on lui proposait à manger, il disait non, je veux pas manger. Et quand, par exemple, la famille venait lui rendre visite, il disait que on lui posait pas à manger, qu'on s'occupait pas de lui, que on le laissait tout seul dans son coin. En fait, tout le contraire de ce qui se passait réellement. Ah ouais. Ouais. Ah, Il avait alors, quel âge? Parce que c'est... Il avait 84 ans. 84 ans. Et c'était très difficile psychologiquement pour mes tantes qui étaient aux petits soins et qui se faisaient humilier à chaque fois qu'il y avait la famille parce que en fait ils se positionnaient en victime et elle en bourreau, alors que c'était pas du tout le cas. Il y a des témoins et des témoins qui peuvent dire le contraire de ce qui se passait réellement. Mais quand j'avais posé la question au docteur, il m'a dit mais c'est la maladie d'Alzheimer. En fait, il se souvenait pas qu'il avait demandé un plat, ou il se souvenait pas qu'il avait par exemple mangé, et après il disait qu'il avait pas mangé. C'est horrible, ça m'a fait comme c'est effrayant de savoir que au moment où il disait qu'il avait pas mangé, et ben il le pensait vraiment. C'est horrible de penser qu'il a souffert alors que d'autres imaginaient qu'il mentait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien entendu. Souvent, on l'a traité de manipulateur, de menteur. 84 ans. Plus. C'est pour cela. Alors qu'en fait, non, c'était une souffrance réelle parce que lui, vu qu'il n'avait plus la mémoire, il le vivait comme une souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été comme un choc de savoir que en fait, il souffrait. Alors, merci en tout cas. On a pu croire qu'à un moment donné, il mentait ou qu'il était manipulateur. C'est horrible. En tous les cas. Alors, Dr Youb, alors moi, j'entends par le discours de Samira, à qui je dis bonjour d'ailleurs. Oui, bonjour. Au fait, il y a un sentiment de culpabilité de la part de la famille, d'une part, et un sentiment. Non, ma famille, je leur ai pas dit tout ça. Oui, mais vous savez. Savoir qu'à un moment donné, il était en souffrance et que la famille pensait que c'était un menteur et un manipulateur. Oui, mais vous savez, moi je vous dis ça par expérience parce que bon. Voilà, la famille ne le sait pas, mais qu'est-ce que vous en savez? Ça reste tellement un sujet tabou qu'on n'en parle pas. Chacun est dans son coin à penser je ne sais quoi. On n'ouvre pas le débat et ça ne crée pas des solutions. Et par rapport à votre oncle, Allah yarhamou, voilà, on voyait très bien que l'état se détériorait depuis 2 ans. À l'inverse de la confusion, c'est assez brutal. Donc c'est vrai que le mot de début, donc c'est un début insidieux, progressif, long, qui se caractérise. Parce qu'à la fin, il faisait chambre à part avec ma tante. Il voulait même plus rester dans la même pièce qu'elle, il ne la supportait plus. Alors que ma tante ne lui disait rien, elle essayait toujours d'être gentille, de le comprendre, elle voulait tout ce qu'il demandait, il l'avait, mais lui il était toujours dans je suis victime, on me fait rien, on m'ignore, on discute pas avec moi. Enfin, vous savez justement, dans la maladie d'Alzheimer et des démences, il n'y a pas que la mémoire qui est atteinte, il y a les autres fonctions cognitives. Et dans l'humeur, c'est plus de la dépression, mais dans les autres fonctions cognitives, il y a les fonctions intellectuelles, le raisonnement, la pensée abstraite, c'est-à-dire que cette personne, elle perd ses facultés de raisonner, donc et elle commence à avoir des propos incohérents. Des propos incohérents avec des personnes qui, alors je ne fais pas allusion, je ne parle pas forcément de votre oncle, bien sûr, mais je parle d'une manière générale. Le discours peut être incohérent, il peut être complètement délirant. Délirant. La personne, elle peut être ce qu'on appelle dans notre jargon anosognosique, c'est-à-dire même pas capable ou même pas consciente de ses troubles. Lorsqu'on n'est pas conscient de sa maladie, de ses symptômes, là on est anosognosique, et d'ailleurs c'est souvent témoin d'un stade avancé de la maladie. Et bon, le médecin a dit il est peut-être atteint de la maladie d'Alzheimer, je ne sais pas dans quelles conditions il vous a dit ça. Non, mais c'est quand je lui ai parlé de lui, parce que j'étais peinée par sa mort, je lui ai dit voilà ce qui se passait. Oui.
comment il était à la fin. Il m'a dit, mais en fait, il a tous les signes de la maladie d'Alzheimer, votre oncle. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on en a parlé. Et c'est comme ça que j'ai eu ce choc en me disant, finalement, il était en souffrance. Et ils n'ont pas réussi à répondre à cette Il y a peut-être des médecins qui auraient pu soulager sa dépression et exactement. son humeur, C'est exactement ça. Et alors que nous, ces belles-filles, à la fin, ne le supportaient plus. Alors Samira, parce qu'en fait, il les humiliait devant la famille en disant, oui, vous voyez, là, ils sont autour de moi parce que vous êtes là, alors que quand il y a personne, on ne donne pas à manger, alors que c'est faux. On a vu à tout moment, il avait ses repas et au contraire, s'il n'avait pas aimé ce repas-là, on lui faisait un autre repas et puis après qu'on lui ramenait, il disait qu'il n'avait jamais demandé ce repas-là. Enfin, des choses comme ça qui étaient assez incroyables. Alors justement, le docteur Youb ça toutes ces années, alors qu'on aurait pu soulager et la souffrance de mon oncle et la souffrance de ses filles, de ses belles filles. C'est bien pour ça, Samira, que aujourd'hui on fait une émission sur ces thèmes-là parce qu'on sait, et notamment au travers de notre communauté, qu'il y a un réel souci déjà d'acceptation de la maladie, parce que là vous voyez, vous avez fait l'effort parce que ça vous touchait d'aller voir le médecin généraliste et de lui expliquer comment était votre oncle, mais il y en a qui vivent aujourd'hui encore avec ces sentiments-là, mais ils vont pas voir le médecin, ils n'en parlent pas, et c'est pour ça qu'on essaye de simplifier au maximum et d'expliquer un petit peu comment la maladie arrive, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, qu'il faut consulter, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est exactement pour ça, pour pas que demain, d'autres personnes vivent ce que vous avez vécu, sachant que comme moi personnellement, je l'ai pas vécu, mais j'ai été témoin. La famille en tout cas. Et même être le témoin, c'est dramatique déjà. Être témoin, c'est difficile. Tout à fait. Mais sachez, vous savez, on n'a rien pu faire, on aurait pu faire. Parce qu'en fait, comme vous dites, c'est un peu tabou. On dit, mais comment on va pouvoir leur dire que peut-être il faut consulter, puis finalement, on voit c'était ce qu'il fallait faire, Samira. C'était ce qu'il fallait faire. Il faut consulter. Il faut oser. Et là, je pense que avec le docteur Youb, c'est le message qu'on veut faire passer. Il faut pas attendre. Moi, j'invite, j'ordonne. Si voilà, ordonner. Non, mais ça, ce n'est pas facile. Parce qu'au fait, le plus souvent, c'est les enfants. Et on reste quand même les enfants de nos parents. Donc, il n'y a pas cette notion d'autorité sur les parents, tout comme il ne faut pas les infantiliser. Mais, quand on voit, d'ailleurs, les circonstances de découverte de beaucoup de démences sont diverses et variées. Chute, dénutrition, symptomatologie psychiatrique. Et donc, c'est là où il faut quand même en premier lieu avoir le réflexe de voir le médecin traitant, lui raconte votre témoignage actuel, et c'est à ce dernier professionnel comme il est de savoir vous réorienter vers des centres de mémoire, des consultations mémoire, avec s'il y a lieu une évaluation ou une investigation beaucoup plus complète, à la fois psychologique, neuropsychologique, mais somatique avant tout, pour justement mettre un nom à cette maladie, parce que encore une fois, la maladie d'Alzheimer est peut-être la plus fréquente des démences, mais il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça, et les troubles, les autres maladies ne commencent pas forcément par une atteinte de la mémoire. La mémoire est le plus souvent atteinte à un stade ou à un autre, mais en tous les cas, sachez que ça ne touche pas forcément la mémoire au début, et je ne parle pas de la maladie d'Alzheimer, mais des autres. Raison pour laquelle, quand on pose le diagnostic à un stade de début ou modéré, on peut mettre en application une prise en charge. C'est ce qu'on appelle un plan personnalisé de soins. Il est personnalisé, c'est au cas par cas, et la prise en charge, la Toufik va être content, n'est pas que médicamenteuse. Elle est aussi non médicamenteuse, et je rajouterai aussi chose que je pourrais redire plus tard, c'est la prise en charge du patient et son entourage, parce que les aidants principaux, les conjoints, hommes ou femmes, les enfants souffrent le plus dans ces situations-là, surtout lorsqu'on est au stade avancé de la maladie. Savoir, est-ce que dans ces cas-là, il vaut mieux aller dans leur sens et assouvir tous leurs envies, alors que même ils vont pas les reconnaître, ou mettre le haut là et être bonne question. C'est au cas par cas, Samira. C'est au cas par cas. Tout dépend de la maladie, du diagnostic, de son stade et des symptômes. Lorsqu'on est dans le cadre des troubles du comportement, la première priorité, c'est la sécurité du patient et de son entourage. C'est vrai que quelqu'un d'agité avec une agressivité qui tape et qui est costaud, ça peut être dangereux. Mon urgence, c'est de le sédater, il faut à la fin, les derniers mois de sa mort,
ça lui arrivait d'oublier si on était le matin ou le soir. Et ça lui arrivait de vouloir aller au marché le soir, par exemple. Oui, ça en pensant qu'on était le matin. C'est la désorientation temporelle avec parfois justement des troubles du sommeil ou l'inversion du cycle nictéméral. Mais il y a pas de réponse générale, Samira. C'est vraiment au cas par cas avec une évaluation. La seule réponse, c'est qu'il faut absolument consulter. Et ensuite, une fois qu'il y a une analyse approfondie, on voit comment ça se passe. Mais c'est sûr que lorsqu'on voit que il y a des choses qui vont pas avec le comportement de la personne âgée, faut attendre. Faut pas tout de suite critiquer, faut pas tout de suite ni engueuler, ni... Ah, pas du tout. Et alors, surtout éviter. Non, mais des fois, la personne, elle est là et c'est pas facile aussi. Oui, bien sûr, oui. Et ce n'est pas facile à faire aussi, c'est d'éviter les situations conflictuelles. Par exemple, mon expérience personnelle, il arrive quand on hospitalise des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer, mais pour autre chose, une infection pulmonaire, la personne se retrouve au sein de notre service d'hospitalisation, mais avec des troubles du comportement type déambulation incessante. C'est-à-dire que la personne marche tout le temps dans tous les sens, avec une désorientation à la fois temporelle mais spatiale. C'est-à-dire qu'elle peut être retrouvée au commissariat d'en face, sans le savoir. Et ces gens-là, les infirmières, moi j'essaye un petit peu de donner des informations à l'équipe soignante aussi qui n'a pas la même formation que nous et de dire, vous savez, docteur, oh là là, donnez-lui quelque chose. Non, parce que quelqu'un de déambulant, allez lui donner des psychotropes qui risquent d'augmenter les risques de chute, ce n'est pas à faire en priorité. Moi, ma priorité, c'est d'adapter son environnement à son trouble du comportement qui n'est pas forcément gênant au quotidien, à savoir un secteur fermé, un secteur bloquer fermé, les issues pour pas qu'ils sans obstacle, avec un très bon éclairage, etc. et tout, parce que la personne ne fait que déambuler et avec des endroits où se reposer, parce qu'elle déambule, elle se repose, etc. Par contre, c'est vrai qu'à domicile, pour ce type de personnes qui veulent sortir à tout prix, avec l'épouse qui fait qui est 2 fois moins forte que lui, qui se met objection et non, tu ne sors pas, c'est clair que comme il a des troubles du jugement, c'est le coup de poing. Et c'est l'agressivité physique. Et là, c'est dangereux. Et voilà. Et après, 1+1+1, l'effet boule de neige, où là, il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Mais c'est vrai que plus tard, on met en application des thérapeutiques, moins de chances on aura, en tous les cas, d'avoir des résultats, on risque d'avoir des résultats positifs. Merci beaucoup, Samira, en tout cas, pour votre témoignage. Merci d'avoir appelé. À très très bientôt et merci beaucoup. Allez, on a le temps encore, si vous voulez, chers auditeurs, de prendre 1 ou 2 témoignages. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Et alors dites-nous si vous vivez par exemple au quotidien avec une personne âgée mais que vous n'osez pas peut-être l'amener en consultation. Venez nous dire tout ça et venez demander les meilleurs conseils au docteur Youb et monsieur Malek qui sont là. 0892 23 99 50. Allez, on va avancer. En attendant les auditeurs. On va continuer. Et ils sont prioritaires évidemment au 0892 23 99 50. Donc Dr Youb, c'est vrai qu'avec ce témoignage, ce qui était intéressant, c'est pour ça on a pris le temps de discuter avec Samira, parce que on la remercie de son appel, c'est qu'on a vu pas mal de choses finalement. Vous avez discuté de plein de choses, notamment de points qu'on voulait aborder, mais alors je sais pas trop par lequel on va commencer. Est-ce qu'on revient sur la démence et sur l'explication de des fonctions cognitives, ou est-ce que là on peut rentrer peut-être plus particulièrement dans la pathologie d'Alzheimer et là je vous laisse un petit peu choisir. Alors peut-être juste citer les fonctions cognitives. Voilà. Parce que donc on a dit tout à l'heure que dans la démence il y avait une baisse de ces fonctions. Oui. Alors quelles sont ces fonctions cognitives? Parce que cognitive ça veut dire beaucoup de choses. La cognition, voilà. Donc il n'est plus, c'est plus la peine de dire peut-être la mémoire. Oui, voilà, parce que ça on en a parlé. On a déjà dit, donc voilà, c'est tout. C'est en premier lieu la mémoire, et sachez qu'il y a plusieurs types de mémoire. La mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la mémoire épisodique, la mémoire sémantique. D'ailleurs, la mémoire sémantique, lorsqu'elle est atteinte, elle est toujours pathologique. Qu'est-ce que c'est que la mémoire sémantique? C'est justement, ce sont les faits qu'on connaît, mais sans forcément savoir à quel moment on l'a appris. Et tout le monde connaît ça. Par exemple, je ne sais pas, le vin est fait de raisin. Quand est-ce que tu as appris ça? Je sais pas, mais tout le monde connaît ça. Et ne plus connaître ce genre de choses est toujours pathologique. Ne pas reconnaître ses membres de la famille, c'est toujours pathologique. Lorsque la famille rapporte une déficience mnésique, c'est-à-dire des troubles de la mémoire de leurs proches, et ce dernier nie,
c'est toujours C'est- pathologique et ça veut dire qu'il n'est même pas c'est- conscient ou alors il est au stade de non-acceptation de sa pathologie. Alors les autres fonctions cognitives, donc c'est l'attention, hein, l'attention, la concentration, les facultés intellectuelles, qui fait allusion à certaines compétences verbales, le raisonnement non verbal aussi, la vitesse de traitement de l'information. Il y a aussi l'agnosie. Donc l'agnosie, c'est la capacité à percevoir un objet grâce à nos sens, par exemple reconnaître quelque chose par la vision, le toucher, l'ouïe. Parmi les fonctions cognitives, il y a aussi le langage. Voilà, aussi bien écrit que oral. Alors les praxies, qu'est-ce que c'est que les praxies? Au fait, ce sont les capacités à exécuter des mouvements. Voilà, par exemple, réaliser un dessin, quelqu'un qui est apraxique, c'est-à-dire qu'il a du mal à recopier un dessin qu'il voit en face de lui. Donc là, il y a une atteinte des praxies. Et il y a aussi les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, il s'agit de tout ce qui est organisation, planification, voilà, flexibilité mentale, le jugement, l'autocritique aussi, voilà. D'une manière générale, voici les fonctions cognitives, bien qu'elles sont difficiles à retenir et bon, j'essaie de les simplifier, mais c'est vrai que c'est pas au bout d'une émission d'une heure qu'on peut, détailler. Pour en faire détailler une les deuxième. choses. Sera invité. Et donc vous voyez bien que l'atteinte de ces fonctions-là, il est clair que la personne, le quotidien de la personne diffère ainsi que celui de son entourage. La personne devient de plus en plus dépendante physiquement et psychiquement parce que forcément, elle ne va pas penser à manger ni à boire. Elle aura, comme elle ne mange pas, donc il y a une faiblesse musculaire, risque de chute. Qui dit chute dit trauma crânien, risque de fracture, etc., etc. Et ces personnes terminent sur un brancard aux urgences de je ne sais quel hôpital avec je ne sais combien de nombre d'heures d'attente et le va-et-vient des blouses blanches et des cris d'une autre agitée et du coup ça décompense davantage sa maladie. C'est pour cela, je pense que la priorité c'est tout d'abord essayer de ne pas isoler les personnes âgées, qu'elles soient en tous les cas entourées, pas forcément habiter avec ses parents, mais leur rendre visite d'une manière assez régulière, s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils prennent bien leur traitement, et si on suspecte quelque chose, ne pas hésiter à en parler à son médecin, à quelqu'un d'autre. Alors peut-être pas forcément d'emblée à son parent parce que bon, ce dernier risque de braquer et ça peut entraîner des choses, enfin des complications, mais en tous les cas il est important d'évaluer la personne aussi bien sur le plan physique, psychique que neuropsychologique afin d'essayer justement d'apporter des précisions sur son syndrome. Et qui dit précision dit, espérons-le, meilleure prise en charge. Mais la prise en charge, c'est un travail de longue haleine, attention. Elle est pluridisciplinaire, comme vous l'avez dit aussi. Exactement. Souvent, les personnes âgées ont d'autres pathologies. Donc, on appelle ça les comorbidités. Tout à fait. Et donc, il faut tout traiter parce que certaines pathologies peuvent aggraver leur démence. Exactement. Et d'ailleurs, dans les démences, il y a les démences neurodégénératives, donc purement liées à l'âge. Les neurones dégénèrent. Ce n'est pas comme le cheveu ou la peau, toute cellule qui dégénère se régénère. Les cellules nerveuses non. Et mais aussi il y a les démences secondaires. Et les démences secondaires, elles sont secondaires à beaucoup d'autres maladies, à beaucoup d'autres agressions du cerveau, comme par exemple les AVC, les accidents vasculaires cérébrales. Et ben lorsqu'une artère du cerveau qui irrigue une zone, si elle est bouchée ou si elle fait une hémorragie, il est clair que les cellules qui sont irriguées par cette artère ne sont plus alimentées, ce qui entraîne une lyse voire mort cellulaire, et donc forcément des effets secondaires à la fois moteurs, sensitifs, mais aussi cognitifs lorsqu'il s'agit lorsque comment dirais-je, que lorsque l'atteinte est très importante et très grave. Et d'ailleurs l'évolution de la démence vasculaire, elle est par marche d'escalier, c'est-à-dire que bon, et la démence est le plus souvent mixte parce que avec l'âge, beaucoup de personnes âgées sont hypertendues, diabétiques, etc. Et se rajouter la neurodégénérescence, et ben ça peut donner aussi des démences mixtes, un diabète mal équilibré, des troubles métaboliques, une dénutrition, en effet, on en a parlé un peu. On en a parlé tout à
à l'heure, la dénutrition, certaines infections du cerveau, la syphilis, le Creutzfeldt-Jakob, la consommation alcoolique d'une manière abusive et exagérée. Donc voilà, sachez qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent entraîner des démences et on appelle ce type de démences les démences secondaires. Les les hyperthyroïdies aussi, les intoxications à l'oxyde de carbone. Je ne vais peut-être pas, parce que là on est pris à court par oui, on arrive sur la fin. Citer, mais il y en a beaucoup. Voilà. D'où l'importance avant de faire une évaluation psychique et neuropsychologique, une évaluation physique. D'accord. Ça se trouve, la personne a une tumeur au cerveau, ce qui explique son irritabilité. Oui, voilà. tout à fait. Et là, on est loin d'être dans le cas de la démence. D'accord. Donc, consulter, c'est important. Lorsque vous voyez qu'il y a un changement, on va dire, peut-être un peu pas radical, mais en tout cas, lorsqu'il y a une grosse baisse des fonctions cognitives, il faut s'alerter, et le mieux, c'est de consulter, ou éventuellement, là, pour les enfants, l'entourage, c'est d'en parler avec son médecin, pour justement ne pas laisser les choses se dégrader. Tout à fait. Et ensuite, éventuellement, aller voir le docteur Youb en consultation, puisque il est gériatre, il n'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui de revenir sur ce qu'est la gériatrie, et avant de parler de démence, parce que c'est le docteur Youb nous l'a bien expliqué, la gériatrie c'est pluridisciplinaire, il y a beaucoup de choses. Et c'est récent, c'est une spécialité récente, donc il était important pour nous d'essayer de simplifier les choses, comme je disais tout à l'heure. Le but de cette émission, c'est d'alerter les gens, de simplifier, d'expliquer et de donner des conseils. Voilà, la médecine est très très complexe, ça ne s'arrête pas juste à une maladie, un traitement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et loin de nous l'idée en une heure de tout simplifier. Ce serait réducteur, n'est-ce pas, docteur Youb? Voire même impossible. Voilà. On va passer aux 5 dernières minutes, Moudjahid, ou avec grand plaisir. Allez, on y va, 5 dernières minutes. 5 minutes pour convaincre? Eh ben, allons-y. Voilà, alors on termine l'émission comme ça, maintenant. C'est la nouveauté. J'aimerais que, vous, pour tous ceux qui nous écoutent, que pouvez-vous nous dire pour nous convaincre de faire gériatre, cette nouvelle spécialité? Alors je dirais tout simplement l'augmentation de l'espérance de vie et de la personne, du nombre des personnes âgées dans le monde. Voilà. D'une. Et de deux, je dirais, et mon discours ne va pas uniquement vers les auditeurs, mais même les médecins spécialistes. Le regard du gériatre commence à devenir indissociable dans la conduite thérapeutique ou les décisions thérapeutiques de la personne, parce que lorsqu'on va à l'hôpital, il y a plus de personnes âgées que de personnes jeunes. Et heureusement d'ailleurs, sinon je m'inquiéterais pour l'humanité. Et donc qui dit personnes âgées, elle peut se retrouver dans un service de cardiologie, certes pour une décompensation cardiaque, mais à côté de ça, il y a d'autres pathologies à évaluer, et dans ce cas de figure, en effet, faire appel au gériatre pour une évaluation globale. Donc c'est vrai que la gériatrie nouvelle comme elle est commence à prendre sa place au sein de la fonction hospitalière. On commence à en voir en ville, c'est ça? Alors pas encore, mais ça commence. Ça commence, oui, mais peut-être pas beaucoup. Oui. Pourquoi pas beaucoup? Parce que tout simplement, on va être honnête, ce sont des consultations très très chronophages, et on peut pas se permettre de passer une heure et demie par patient dans un cabinet libéral. Non. Il y a des charges et il faut bien vivre. Mais c'est vrai que l'évaluation, elle est très très chronophage. Elle est on évalue la personne dans toutes ses dimensions. Donc d'où la nécessité d'être dans un centre adapté, donc à l'hôpital, dans un centre privé, pour pouvoir faire tous les examens. Exactement. Ça commence, au fait, étape par étape. On commence par une simple consultation avec une évaluation somatique, donc les organes. On fait des tests de débrouillage de mémoire. C'est le fameux MMS, Mini Mental Statue Examination. Ce sont des questions simples qui évaluent l'orientation, le langage et les fonctions cognitives, quoi. Et à partir d'un certain, soit la personne n'a rien, et donc on rassure la famille, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des déclins bénins qui sont purement liés à l'âge, donc
qu'ils n'ont pas encore atteint le seuil Pathologique. d'avoir pathologique avec un impact dans les activités de la vie quotidienne, mais d'autres personnes peuvent toucher ce certain seuil, et cela nécessite une investigation un peu plus complémentaire, plus complète, avec une équipe pluridisciplinaire, hein, donc médecin, infirmière, psychologue, Oui, pourquoi psychologue? Parce qu'au fait, la dépression est souvent associée aux démences. Hein. Elle est souvent associée aux démences. Les neuropsychologues, les psychomotriciens, les kinés parce que certains font un gros boulot, les kinés à l'hôpital. Exactement. Et vous savez que une démence peut être découverte au décours d'une chute, hein, tout simplement. Voilà, mon père tombe de plus en plus. Qu'est-ce que je fais? C'est pas normal. Ça pousse à consulter. De fil en aiguille, on a comme un entonnoir, on touche notre diagnostic. Et à la suite de cette évaluation, alors un bilan sanguin et une imagerie cérébrale sont obligatoires. Sachez que l'imagerie cérébrale, donc c'est l'IRM de préférence. À défaut, le scanner, c'est médico-légal. On fait ça. Un examen cardiaque très important. Pourquoi? Parce qu'au fait, déjà certaines maladies cardiaques peuvent, non pas à elles toutes seules, entraîner vers la démence, mais on a bien dit que c'était un ensemble de maladies, mais aussi les traitements thérapeutiques peuvent être contre-indiqués dans certaines pathologies cardiaques, essentiellement dans les troubles de la conduction, c'est-à-dire les bradycardies et ça. Concrètement, en fait, la gériatrie est intéressante parce que vous touchez à tout, vous travaillez avec tout le monde. Oui. Et c'est ce qui rend votre métier intéressant. Alors pour moi en tous les cas oui, et je reste frustré parce que il y a tellement de choses à dire, et hélas on n'a pas trop le temps. Il fait déjà s'énerve, donc oui. J'espère qu'il y aura d'autres occasions pour non pas faire la promotion, mais sincèrement toucher notre public pour une meilleure sensibilisation, s'intéresser à la personne âgée, et puis alhamdoulilah, c'est vrai que dans notre communauté on s'occupe, même si ça disparaît un petit peu, mais en tout cas c'est important de bien s'en occuper, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu traiter ce sujet. Merci Dr Youb en tout cas d'être venu, toujours un plaisir de vous accueillir. La semaine prochaine, donc c'est la dernière émission avant les vacances. Oui, dites donc. Et oui, et ça arrive vite. Oui. Et donc la semaine prochaine nous recevons normalement tout devrait bien se passer, un très grand cardiologue rythmologue, très reconnu, vraiment c'est une personne à écouter, qui fait énormément de conférences, qui publie énormément, et qui va nous parler en fait de troubles du rythme cardiaque. Et c'est vraiment un spécialiste, donc vous allez voir tout ce qui est pacemaker, tout ce qui est, et il y a beaucoup de gens qui ont ce genre un vrai rythmologue. Donc la semaine prochaine on vous parlera attend des problèmes de cœur, du rythme cardiaque. Exactement. Il est cardiologue mais expert rythmologue, j'ai bien dit expert, non pas juste rythmologue. Là, croyez-moi, préparez vos questions de la semaine prochaine. Sinon n'hésitez pas toujours, la page Facebook A2S Avenir Santé Solidarité. Avenir Santé Solidarité sur Facebook, vous cliquez j'aime pour avoir toutes les dernières infos et les podcasts. Je vous rappelle, les podcasts sont disponibles sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2, ou alors vous allez sur notre page, vous allez trouver le lien et vous allez pouvoir écouter toutes les émissions, notamment Parler Santé. Et puis n'hésitez pas à nous donner vos commentaires aussi par mail, avenir-santé-solidarité@gmail.com. Merci beaucoup. Merci à vous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec encore une fois une très très belle émission. J'ai déjà hâte. Le rythme cardiaque, donc on parlera de ça avec un rythmologue qui sera là, un vrai pro pour vous répondre. Donc gardez bien vos questions pour la semaine prochaine, Monsieur Malek. Très très bonne semaine à vous. Merci Dr Youb. Vous également. Merci à vous. Merci d'être venu, Dr Youb. Merci Mejahed, merci Malek. Allez, Monsieur Malek, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région.